Bonjour. Un son pourri comme on a une vidéo pourrie. Bonjour à tous. Donc hier, on a su qu'on avait des... C'était très flou hier. Je suis désolé. Ça vient pas de nous. Ça vient pas de... On a cherché à savoir si ça venait de notre connexion Internet ou pas. Ça vient pas de chez nous. Ça vient peut-être du webinaire. Donc du coup, on s'est amusé à faire une petite arrivée marrante avec le single et de se dire, tiens, après tout, bon, pourquoi il m'appelle? Il n'a pas compris que j'étais en ligne, lui. Allez. Donc, de ce fait, il est en ligne, peut-être encore, non, je ne sais pas. De ce fait, bonsoir à tous. Donc, ça va arriver, je pense, un peu comme d'habitude, un petit à petit, peut-être parfois qu'il y a un peu de retard. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 sujets et je vais parler que je suis énervé. Je vais vous parler que j'ai des coups de gueule à poser parce qu'une fois que j'ai lu les ordonnances et ce que j'y vois, franchement, foutage de gueule des petites entreprises. Là, j'ai envie de le dire, j'aimerais bien quand même un membre du gouvernement ou quoi que ce soit m'entende en disant foutage de gueule des petites entreprises. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Franchement, j'hallucine. Donc, du coup, je voulais quand même, premièrement, remercier certaines personnes, puisque certains d'entre vous m'envoient des informations assez intéressantes. Geoffrey, qui m'envoie aussi, parce qu'il a des abonnements un peu comme le mien. Donc, c'est sympa si tu m'en l'envoies au cas où je rate quelque chose. Jean-Georges qui m'en a envoyé, Barbara qui m'a envoyé des informations, Vanessa qui m'envoie des informations, et je pense que j'en oublie. Donc, j'ai des petites infos à droite ou à gauche qui sont assez intéressantes. Pour donner 2 minutes, je voudrais juste parler d'une petite pétition qui circule concernant Luxfer. Vous trouverez ça sur le journal Le Revenu. Luxfer était, jusqu'au mois de mai 2019, la seule entreprise d'Europe à fabriquer des bouteilles d'oxygène pour le milieu médical. Qui permettait justement, en ce moment, avec le coronavirus, d'approvisionner les hôpitaux. Cette entreprise a été fermée en mai 2019, virée 130 personnes, alors qu'elle était rentable. Tout ça pour mettre et délocaliser la production en Turquie et en Chine, et accessoirement aussi aux USA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, à part la Turquie, mais ce n'est pas l'Europe, en Europe, on n'a aucune usine de production de bouteilles d'oxygène sur notre territoire. Ce qui veut dire qu'on est dépendant des autres pays. Je trouve ça hallucinant. Qu'est-ce que vous faites les gouvernements ici, je pose mon coup de gueule, pour faire en sorte qu'on ait des entreprises comme ça qui sont de première nécessité en Europe à minima quand même. Donc ça, c'était un petit peu pour aborder ce sujet-là que je trouve un petit peu déroutant et dégueulasse. Après, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on va aborder aussi les petites choses simples. On a un petit courrier ici qu'on a fait et qui servira à notifier aux salariés que vous mettez en chômage partiel, en main propre si possible ou via un mail. On va le mettre sur le site internet. C'est un petit écrit, vous vous en servez, vous le donnez aux salariés. Comme ça, vous lui répertoriez bien qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fermé. Et c'est toujours une petite preuve qui est sympa dans votre dossier. On ne sait jamais. Ensuite, avant que je pousse au coup de gueule, il y a donc des fiches qui vont être mises par le ministère du Travail. Il va mettre des fiches comme il l'avait prévu, vous savez, que je vous ai présenté dans ces webinaires, un petit support, une plaquette que vous avez d'ailleurs sur notre site, les gestes à suivre et autres. Donc, ils ont décidé, puisqu'ils ont vu trop d'entreprises qui fermaient leur entreprise, ils ont décidé de faire 15 fiches pratiques qui vont sortir, qui sont donc des préconisations du ministère du Travail pour que vous puissiez vous y référer et permettre de travailler. Ça va concerner les métiers agricoles donc, et agroalimentaires, donc ça ira assez loin, les activités, certaines activités publiques, les activités de surveillance et de sécurité, les services de propreté, les crématoriums, la distribution de carburant, la maintenance aux risques sanitaires, les plomberies, les ventilations, tout ce qui est ce genre de choses. Ça sera les cuisiniers, l'aide à domicile, les ambulanciers, les métiers de bouche, notamment les boulangers, la logistique, le transport, les activités de banque et de services. Donc, comme ils sont aperçus qu'il y avait trop de monde qui demandait le chômage partiel, ils vont sortir des guides, à mon sens, pour, attention la date, allez sur le site du ministère, je le dirai peut-être, c'est à mon avis pour vous flinguer. Moi, je pense que c'est pour ça quand même. Donc, attention quand même pour les chômages partiels. J'ai déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas tout le monde qui avait le droit. On va avancer un petit peu aussi, peut-être, on parlera des salariés après. On va parler maintenant d'un autre sujet, obtenir un prêt bancaire. Donc, aujourd'hui, si jamais vous voulez obtenir des prêts bancaires, il y a une procédure à suivre pour les prêts garantis de l'État. Tous les organismes bancaires sont les relais pour faire la demande de ces prêts. Donc, vous serez obligé de passer par votre banque. Votre banque
va certainement vous demander des documents qui seront nécessaires pour monter le dossier. Ces documents, ça va nous revenir, parce qu'il y a des prévisionnels, il y a des budgets de trésorerie, il y a tout un tas de documents. Aujourd'hui, il y a des modèles types, mais on préfère que vous demandiez d'abord à votre banque qui nous dise s'ils ont un modèle de prédilection, puisque je m'attends à ce qu'ils ont peut-être fait des modèles plus simplifiés. Sinon, un prévisionnel, c'est long, c'est coûteux, ça ne se fait pas comme ça. Donc, allez voir vos banques et selon le retour des banques, on verra et on s'adaptera. D'accord? Il faut savoir donc que les prêts garantis d'État sont très peu coûteux. On va mettre un petit bémol relatif. Sont très peu coûteux et vont surtout avoir comme principe d'être ouverts à tous, sauf aux SCI. Donc, si vous vouliez refinancer une SCI, ça ne marchera pas. C'est ouvert, par contre, à tous les domaines d'entreprise. Comment ça marche? C'est-à-dire, vous demandez à la banque, vous aurez un différé de 1 an sur les prêts de trésorerie, hein, je parle notamment. Vous aurez un différé d'1 an et les petits investissements. Et ensuite, vous pourrez choisir jusqu'à 5 ans d'échéance. C'est-à-dire 1 an, rien. Ensuite, pendant 5 ans, vous payez un échéancier. Par contre, il y a une garantie. La BPI va prendre garantie. Et cette garantie sera entre 0,25 et 2% du montant du prêt. Selon les cas de figure, payant une seule fois au début du prêt, ou s'il y a un différé, la moitié au début du prêt, l'autre moitié au moment du paiement des échéances mensuelles. Donc, il y a un coût de garantie BPI entre 0,25 et 2%. Les banques ont le droit de faire le taux qu'ils veulent. Ils ont une préconisation de le faire à prix coûtant, c'est-à-dire au prix qui est prêté par la BPI et par les banques de France et compagnie, mais c'est au prix qu'ils veulent. Donc, il y aura des disparités entre tous. Attention, je suis à peu près sûr que toutes les banques ne prêteront pas avec des taux à 0,25. Ils vont le réserver au bon banquier, enfin, un bon client, pardon. Donc, il y a un coût de garantie, il y a un coût bancaire qu'il faudra assumer. D'accord ? La marche à suivre, donc la marche à suivre, vous allez voir votre banquier. Et une fois que vous avez votre banquier, il y a une petite chose qu'il ne faudra pas rater, si je ne vous le dis pas, je vous le dis, c'est qu'il y aura une attestation à faire sur un site, hein, vous l'aurez sur notre support. Il y a une attestation sur attestation-pge.bpi France. Et cette attestation, avec 2-3 éléments, lui sera nécessaire pour que vous puissiez le donner à votre banquier et que vous êtes garanti d'État. Sachant que les petits malins de banquiers parfois, si vous avez, oui, c'est 0,25 pour l'instant. Pour la BPI, la première année est indexée au taux de 2001 et c'est remboursement sur 5 ans. Oui, dans votre cas. Mais je pense que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Ensuite, il faut quand même savoir que si vous avez l'attestation PGE, la banque n'a pas le droit de vous prendre une caution, même pour les 10% qui restent. Ils ne doivent rien prendre du tout. D'accord? Quand je vois des grandes questions longues comme ça, je ne pourrais pas y répondre. Donc, hein, les prêts bancaires, on le met le petit support. Sachez qu'en dehors du circuit bancaire, vous avez aussi des prêts d'honneur. Vous pouvez avoir un prêt d'honneur avec Réseau Initiative ou France Entreprendre. Vous avez une aide TTPE par la région qui peut être aussi sollicitée. Vous aurez le support en ligne hein, avec les liens Internet pour aller chercher des formulaires. Là, l'aide de TTPE, c'est 10 000 € qui peut être prêtée. Il faut avoir moins de 10 salariés et 2 années de bilan. Vous avez la région Sud garantie et vous avez l'ADI. Donc, vous avez plusieurs petits organismes en dehors même du tissu bancaire qui peuvent peut-être aider. Donc, il y aura des montages de dossiers à faire. Là, on sera obligé de rentrer dans un jeu de facturation avec vous parce qu'on pourra difficilement faire autrement. Et après, c'est chacun qui va pouvoir voir avec son partenaire financier. D'accord? C'est ce que je voulais dire pour les banques. Oui, mon banquier me l'a demandé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle vous a demandé. Certainement le prévisionnel, l'attestation, je ne sais pas. Il paraît que l'ordre pousse un coup de gueule car les banques n'ont pas le droit de demander autant de docs. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont gêner? Ça m'étonnerait qu'ils se gênent. Notre banquier nous demande le bilan 2019 pour monter le dossier. Ben oui, c'est normal. C'est justement, j'ai appelé des clients aujourd'hui. Donnez-moi vite vos documents, qu'on puisse vous sortir votre bilan. On est tout à fait d'accord, mais ça va être le chat qui se mord la queue, c'est complètement aberrant. On a des dossiers qui n'ont pas encore sorti leur bilan. Ben oui, nous on est là. Hein. Envoyez-nous tous les documents qui nous manquent, on fait tout ce qu'on peut. Les taux vont flamber en 2021. Je pense pas. C'est sa position. Moi, honnêtement, je pense pas. Je rappellerai qu'on a un exemple, c'est le Japon, qui sont en crise depuis des années et des années. Ils sont toujours en taux négatif. Donc moi, je suis un peu surpris. Le région sud défensif, hein, j'en ai parlé rapidement, et dans les aides comme ça qu'on peut avoir à droite ou à gauche. Donc du coup, pour les mouvements bancaires, s'il y a d'autres questions, on y va rapidement, et ensuite je vais poster mon coup de gueule.
Donc, oui, dans le questionnaire, on me demande si j'ai un concours bancaire et est-ce que je coche la case car j'ai mon crédit, fonds de commerce et un mobilier. Bah, si vous avez des crédits, concours bancaire, généralement, c'est plutôt des autorisations de découvert. Un concours bancaire, ce n'est pas un crédit à moyen ou long terme. Donc, dans le questionnaire, si vous n'avez pas de découvert bancaire ou d'autorisation de découvert, ce n'est pas un concours bancaire. Normalement, dans la précision, mais demandez quand même à votre banquier. On me l'a demandé aujourd'hui. OK. Donc, il y aura des supports. Essayez d'éviter de demander des prévisionnels parce que ça représente un coût pour vous et qu'il faut un laps de temps pour le faire. Et pour les banquiers qui veulent, qui sont clients chez nous, alors, ce qui est bien pour ceux qui sont clients chez nous et qui restent dans la logique de notre travail, on fait souvent des mémos SIG au 30 septembre. Donc, le banquier, si jamais il vous demande pas le dossier parce qu'il n'a pas le mémo SIG, à la limite, poussez un petit coup de gueule. En leur disant, le bilan va sortir, vous avez déjà quelque chose à 9 mois. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Après que le banquier le demande, ce n'est pas normal, parce qu'il y a des gens, il y a des confrères à moi qui ne sortent pas de points intermédiaires du tout. Confinement jusqu'au 15 avril, oui, ça, oui, merci, mais on le savait déjà, je pense, depuis très longtemps. Il manquait juste l'annonce. Oui, j'ai un découvert autorisé. Bonjour Marie-Laure. Marie-Laure, un peu en retard, Marie-Laure. Allez, sur ce, donc vous avez entendu tout ce que j'ai pu donner sur tout ce qui était les autorisations bancaires ou autres. Donc, là-dessus, attention, demandez par vos banques et ensuite, ça va redescendre. Maintenant que j'ai annoncé tout ça, il ne faut pas rêver au prêtron que si le BE le permet. Oui, c'est une certitude parce que normalement, il faut une capacité à rembourser. Mais je pense qu'il y aura des aides de trésorerie quand même qui seront données à minima pour essayer de passer le petit cap. Donc là, j'ai besoin du retour des banques parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer pour les banques. On est bien d'accord. Bon, j'ai dit éventuellement sur les banques, j'ai parlé de 3 trucs justement en attendant un petit peu tout le monde. Vous trouvez toujours pareil sur le support Défi Conseil quelques infos. Et là, je voudrais commencer à pousser mon coup de gueule. J'ai envie de dire, franchement, je laisserai 2 petites news pour la fin. J'ai envie de dire, parce que j'ai lu les ordonnances, le JO hier, 188 pages. Bon, je n'ai pas lu 188 pages, mais j'en ai lu quelques-unes. J'ai lu les ordonnances. J'ai appelé une avocate qui fait du droit fiscal et du droit social pour essayer de voir si elle comprend la même chose que moi. Et elle comprend la même chose que moi pour l'instant. Bon, je pense qu'il faudra avoir des positions de certains juristes et spécialistes sur la question. Mais mon coup de gueule, il y en a 2. Donc, le premier, c'est l'indemnisation pour la garde d'enfants. Je rappelle que l'indemnisation garde d'enfants, c'est que quand vous avez l'école fermée, ils ont dit vous pouvez rester à la maison pendant 14 jours, renouvelable éventuellement, et vous resterez chez vous pour travailler si vous ne pouvez pas faire du télétravail. Si vous faites du télétravail, il n'y a pas de problème. Suite à ça, c'est aussi ouvert aux indépendants, puisque les indépendants pourront également avoir quelque chose. Je l'ai dit l'autre jour, il faudra faire la déclaration sur déclare.amini.fr. Il sera demandé des attestations de chiffre d'affaires, des déclarations, et vous pouvez toucher entre 5,46 € et 56,35 € par jour, entre 163 et 1600 € par mois. D'accord? Donc, les indépendants qui gardent leurs enfants, ça peut être une piste, puisque ensuite, vous aurez le fonds de solidarité qui peut vous donner 1500 €. Ensuite, vous pouvez avoir le fonds de la région qui peut vous donner 2000. Sachant que les fonds régionaux, les fonds complémentaires, surcomplémentaires qui vont être donnés, les 2000 €, il faut avoir au moins un salarié, autrement il n'y aura pas droit. D'accord? Donc il y a des spécificités. S'il y a des questions sur le sujet là-dessus, on peut y venir. Poser éventuellement des questions sur les aides et autres pour les indépendants. Là, c'est accès indépendant, pas de problème. Par contre, pour la garde d'enfants, il est où mon coup de gueule? Et bien, quand vous lisez l'ordonnance 2020-322 du 25 mars, donc qui a été publiée le 26, on lit, je suis obligé de vous faire une lecture juridique, afin de faire face aux conséquences économiques, etc., l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L 1226-1 du Code du travail est versée à. Je rappelle que l'article L 1226-1, je l'ai dit dans mes webinaires précédents, c'était ni plus ni moins que de verser une indemnité journalière par le patron, en plus de celle qui est versée par la sécurité sociale. La Sécu verse 50% et le patron, il peut verser jusqu'à 30 jours, selon ses obligations de convention collective, un complément. D'accord? Et ce complément, éventuellement, il est dans le respect de cet article-là. Je lis un peu les 2-3 questions. Le conseil régional, la région, c'est la chambre de métier, ok, l'indépendance des générations de nombre d'années d'existence. Il faut être créé avant le 1er janvier 2020.
Il ne faut pas arriver, oui, ok. Donc, hein, pour les aides, c'est avant le 1er janvier 2020. Donc, je reviens sur l'article 1226-1. Donc, moi, je disais, bah, si c'était pas normal, parce que si on avait moins d'ancienneté, on n'avait pas le droit. Si on n'avait plus d'ancienneté, on y avait le droit. D'accord? Et je disais aussi que si éventuellement vous étiez en garde d'enfant, vous aviez un arrêt de maladie, mais sans certificat médical, alors que l'article 1226-1 dit qu'il faut un certificat médical. Autrement, il n'est pas applicable. Et bien, l'ordonnance, c'est ce qu'elle vient nous sortir. Donc, ça sera l'indemnité complémentaire mentionnée sera versée aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises par l'application de l'article 16-10-1 du Code de la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce que c'est que ce tiré, machin truc voilà. Ben, ce tiré, il dit « Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'urgence, blablabla. Blablabla. » Après, il titre un certain, mais non exhaustif, un certain nombre de cas. Sauf que, d'après ce qu'on aurait lu, l'avocate et moi-même, on se dit, mais si je lis ça et je me place dans la défense du salarié, je dois avoir une indemnité complémentaire qui est versée selon cet article 1610 en cas d'épidémie. Donc moi, je m'arrête ça. Je dis, moi, je me mets en garde d'enfant, je touche 50% par la Sécu, je ne travaille pas et mon patron me donne les 40% complémentaires. Mais avant, il y avait les 40% de complémentaires avec 7 jours de carence, mais là, on a supprimé les carences par le décret. Donc, c'est-à-dire que je suis à la maison, je garde mes enfants et je touche l'intégralité de mon salaire parce qu'on n'a pas pu me mettre en télétravail. D'accord? C'est-à-dire que il aurait été en chômage technique. Qu'est-ce qui serait passé pour le salarié? Il aurait touché son salaire. Mais moi, chef d'entreprise, j'aurais été remboursé par les aides du chômage technique. Là, j'ai mon salarié qui est en garde d'enfant. Je vais lui donner 30 à 40% de son salaire en plus par ma convention collective. Mais moi, je ne suis rien remboursé par l'État, puisque mon contrat d'assurance, lui, à mon avis, ne va pas me couvrir. Et même la plupart des contrats d'assurance, c'est au bout de 30 jours. Mais comme on a supprimé ces 30 jours, comment ça se passe pour les indemnités des gardes d'enfants? Donc là, moi, j'essaie de trouver, et si vous connaissiez des avocats en droit social, vous tous, qui peuvent me répondre à cette question, la garde d'enfant, maintien ou pas maintien de salaire par l'employeur, sans délai de carence. S'il y a maintien par l'employeur, excusez-moi, mais pourquoi on a fait ça? Mettons-les en chômage technique, ça nous coûtera moins cher. Hein. Là, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet. Donc moi, je pense que c'est dramatique ce que j'ai lu. Et si c'est vraiment ça, parce que Pénicaud voulait avoir raison, on va forcer les entreprises à payer 90%, mais comment une petite entreprise va pouvoir verser le complément de salaire en garde d'enfant quand il n'aura déjà pas les moyens de se payer lui-même? Attendez, je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mettre du télétravail en place, parce que c'est lourd, ça ne se fait pas comme ça, il y a les réseaux informatiques et tout ça. Donc, et eux, ils vont se retrouver dans une position, ça leur coûtera plus cher que le chômage partiel. Alors, ce n'est pas ce qu'ils ne voulaient pas travailler. Et mettons, je me mets dans un métier d'esthétique. Mon esthéticienne, elle, je ne peux pas travailler, etc. Donc, elle avait une petite, je lui dis, reste à la maison et du coup, tu garderas les enfants et du coup, tu toucheras 50% de la sécu. Moi, en tant qu'employeur, il va falloir que je donne 40% de plus. Maintenant, je vais dire, mais mettons chômage technique. Hein. Arrête ton garde d'enfant, on revient, mets ton chômage technique, il me coûtera moins cher. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y en a un qui va supplanter l'autre? Je ne sais pas. Ça, c'est un coup de gueule parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'était mal fait. Les coiffeurs, c'est pareil. On va se retrouver avec une problématique là. Donc, je pose sur un coup de gueule en disant, mais comment vous avez pu forcer les entreprises à donner les 40% complémentaires si déjà, ils n'ont pas les moyens de se payer eux-mêmes? Est-ce vous qui ferez les calculs pour les fiches de paye ou c'est à nous de le faire? Quand on fait les fiches de paye, on fait les calculs. Ça, on sera obligé. Donc, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est mon premier coup de gueule. Stéphanie Royard est une avocate en droit des affaires. Oui, je connais Stéphanie Royard, mais est-ce qu'elle acceptera de répondre à ces questions? Moi, je veux bien. Si elle nous répond à cette question-là, je suis preneur. Hein. Stéphanie est très, très bien. Après, je ne l'appelle pas pour demander gratuitement si elle veut répondre à cette question-là. Mais si vous la connaissez, c'est avec plaisir. Je suis en recherche de cette information et je vous remercierai. Donc, attention à ça. Ceux qui sont en garde d'enfants, on va peut-être tout revoir rapidement la semaine prochaine. Deuxième coup de gueule. Ah, celui-là aussi, il est beau. Mais j'en ai marre. Moi, mais la limite, le temps, je suis énervé aujourd'hui. C'est vendredi, je suis énervé, excusez-moi. Je vais finir par être un showman. Je lis là, ce coup-ci, l'ordonnance 323. C'est celle qui concerne les congés payés. D'accord? Vous avez tous entendu aux informations. On va autoriser les employeurs à mettre en congé leurs salariés. D'accord? Donc ça, c'était éventuellement pas une mauvaise idée. Vous serez dans le respect des obligations normales. Normalement, c'est des prévenances, etc. Là, quasiment du jour au lendemain, vous pouvez décider de lui mettre une semaine d'arrêt. D'accord?
On pourrait, c'est pas faux, on pourrait lui mettre une semaine de congé. Eh bien, quand vous lisez l'ordonnance, magique, exactement la même chose que pour les primes Macron cette année. Cette année, pour verser une prime Macron, il faut un contrat d'intéressement. D'accord? Donc, pour les petites entreprises, compliqué, il faut faire un contrat d'intéressement. Les grosses entreprises, pas de problème, elles en ont toutes. Donc, on était obligé de faire un contrat d'intéressement. J'ai fait des réunions d'information technique pour essayer de réagir très vite à ça. Et bien là, summum de la connerie, si je veux pouvoir mettre mon salarié une semaine en congé parce que j'ai cette contrainte de travail, chômage partiel, etc., et bien je vous lis, il faudra un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un accord de branche, j'attends encore une semaine avant que j'ai mes accords de branche. Parce qu'entre les avoir, les publier, qu'on soit au courant, qu'on les lise, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quels sont les potentiels qu'ils nous donnent, on a déjà perdu une semaine. Ensuite, si jamais je dois faire un accord d'entreprise, je vous ai mis sur le site ce soir des informations comment on fait un accord d'entreprise. Il va falloir respecter une procédure avec ou sans CSE. Si je n'ai pas de CSE, c'est simplifié, donc je vais ratifier mon accord d'entreprise et je vais demander aux salariés qui me le signent aux 2 tiers. D'accord? Signé. 2 tiers. Ils sont pas chez moi, ils sont chez eux. Je fais comment pour les signer? Ils n'ont pas de signature électronique. Comment je fais signer un accord d'entreprise rapidement pour le truc alors qu'ils sont pas là? Mais franchement, là, je suis d'accord, je suis bourdin, mais je suis énervé comme c'est pas permis. Mais il faut être con quand même. Au moins qu'ils le disent pour les entreprises de moins de 20 salariés, ben, ça sera sur une décision unilatérale de l'employeur, je peux le comprendre. Les entreprises de plus de 20 salariés, les CE sont négociées, je veux bien. Mais là, carrément, il faudra un accord d'entreprise. Il faudra qu'on écrive un accord d'entreprise. Sans compter que demain, le salarié dit oui, mais l'accord a été mal rédigé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Je trouve ça, mais d'une connerie phénoménale. Si le d'accord est pour prendre ses salariés, ben, si le salarié est d'accord, là, on est simple, hein, il a pris ses salariés, on n'a rien dit. Donc, c'est un accord entre les deux parties. Mais c'est quand vous allez l'imposer que le salarié me dit mais moi, je veux pas être en congé. Mais franchement, mais je ne sais pas, moi, ça me sidère. Franchement, ça me sidère. J'ai lu ça et voilà. Donc, je ne sais pas quelle va être votre position, ça sera assez intéressant. Quelle sera votre position, vous, justement, pour les congés? Donc, il y en a qui vont en accord avec leur personnel. J'ai eu des cas de figure où moi, c'était limite borderline avec la loi, mais pourvu qu'ils s'en débrouillent. Mais aujourd'hui, personne n'a des réticences quand on dit je vais te mettre en congé, tu le feras ou pas. Et c'est ce que je disais au début, hein. Rappelez-vous, je dis surtout, mettez pas vos salariés en congé comme ça, de manière décision unilatérale, avant, et qu'il était urgent d'attendre, hein. Je ne sais pas si elle nous écoute aujourd'hui, Madame Bernardi. Donc je lui dis, mais attention, réfléchissez, prenez du temps. C'est quoi le mieux, congé ou pas de congé? Ben, il n'y a pas de mieux. Le mieux, si vous ne pouvez pas travailler, c'est le chômage technique, si vous n'avez pas un risque de refus. Si ensuite, sur le chômage technique, vous avez un risque de refus, bah, je pense que leur mettre une semaine de congé, c'est plutôt pas si mal. Congé confiné, top les congés. Oui, d'accord, mais là, on est en mode survie des entreprises. Donc, à la limite, tant pis si le salarié a perdu une semaine de ses congés, qu'il n'ait pas été au ski, qu'il n'a pas été à dire la dada. Là, franchement, on est en train de sauver les boîtes, là. Parce que je pense qu'il y a des morts, mais il y en aura beaucoup. Il y aura beaucoup d'entreprises qui vont couler avec tout ça. Donc, je suis désolé. Je pourrais en parler avec le chômage partiel, mais on fait des points, on en fera un point lundi sur le chômage partiel, où je vous dis franchement, pour moi, enfin bref, j'en parlerai lundi parce qu'on a besoin des logiciels pour calculer. Là aussi, il y a des trucs, mais c'est moins un coup de gueule. Là, c'est un coup de gueule parce qu'il faut un accord d'entreprise, donc pour donner les congés. Voilà, autrement, on ne peut pas. Sinon, le salarié pourra se plaindre. Et bien sûr, il gagnera. Ensuite, on s'est posé une autre question. Sujet intéressant aussi, parce que allons jusqu'au bout, parce que vous imaginez bien, on réfléchit, mais ça ne s'arrête jamais, cette mécanique-là. Une semaine pour vous, oui, mais alors là, c'est pas encore. Hein. Moi, les congés, c'est pas avant. À mon avis, c'est juillet, voire août. Donc, on s'est quand même posé une question, et là, c'est mon associé Florence, que je remercie, qui a travaillé sur le sujet, c'est sur les tickets resto. Donc, on a essayé de contacter, bien sûr, les éditeurs tickets restaurants. Elle les a eu au téléphone, qui lui ont dit « Ah, regardez l'URSSAF. Ah, merci, toi, tu prends du pognon toute l'année, mais par contre, quand on a besoin d'aide, tu ne me feras pas croire que tu n'as pas un service juridique qui aurait pu travailler là-dessus quand même. » Bref, je suis colère aujourd'hui. Les tickets resto. Ben, si vous donnez des tickets restaurants à votre personnel et que votre personnel part en chômage partiel, la question était de se dire « Est-ce que tu lui donnes des tickets resto ?» Parce qu'ils pouvaient aller jusque-là, hein. Pourquoi pas après tout? On leur donne des tickets resto alors qu'ils ne travaillent pas. Bon, bonne nouvelle, entre guillemets.
on ne leur donnera pas de ticket resto. Il y a un Flo qui me fait un petit coucou. Voilà. On ne leur donnera pas de ticket resto. Pourquoi? Parce que c'est considéré le chômage partiel comme une clause de suspension du contrat de travail. Ce que disait Alain dans la semaine. Comme c'est une clause de suspension, pas de ticket resto. Maintenant, on s'est posé la question, mais si jamais je suis en télétravail, puisqu'après tout, pourquoi je toucherais des tickets restaurants si je suis en télétravail? Je ne suis pas sorti de la maison et je n'ai peut-être pas la nécessité de manger. Alors là, ça a été clair. Le télétravailleur a les mêmes droits que les salariés qui exécutent son contrat dans les locaux d'entreprise. C'est l'article L 1222-9 qui est issu de l'ANI du mois de juillet 2005. Donc, quand vous êtes en télétravail, vous avez le droit au chèque au titre restaurant, si vous êtes en télétravail. Si vous êtes en chômage partiel, vous n'y aurez pas droit. Si maintenant vous êtes en garde d'enfants, votre contrat n'est pas suspendu, mais vous ne travaillez pas, donc à mon sens, vous n'aurez pas le droit au ticket restaurant. D'accord? Pas non plus en télétravail. Si, je viens de répondre. Donc en télétravail, on peut y avoir. Donc les tickets resto, merci Florence d'avoir travaillé là-dessus, c'est bien. La preuve, ensuite, j'ai un autre débat. C'est parce que, vous savez, dans les directives du congé payé, aussi, on a permis aux entreprises de travailler beaucoup plus d'heures. Et il y a des gens, des entreprises, que ça soit éventuellement des métiers de bouche, parce que certains doivent garder les enfants, que ça soit le transport, que ça soit éventuellement des métiers, là, j'en ai pas spécialement qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres, où il y aura des heures supplémentaires, les grandes surfaces, forcément, parce qu'il y en a qui gardent leurs enfants, donc ils sont ouverts. Ils ont restreint les horaires d'ouverture, mais il y a peut-être qu'ils vont faire des heures supplémentaires. Donc, on a changé les limites. Pour les commerciaux, doit-on leur lever leur véhicule? Bah oui, techniquement, oui, hein, sauf si c'est marqué dans le contrat de travail, comme quoi c'est un avantage en nature pour eux. Sinon, oui, bien sûr. Donc, je me suis posé la question, mais toutes ces heures supplémentaires qu'ils vont faire, etc., comment ça va se passer? Donc, il y a des dérogations sur les durées légales et elles sont majorées selon le principe de la convention collective. Sauf que je me suis aussi posé la question, mais il y a peut-être certains qui vont dire, mais moi j'ai fait des heures supplémentaires, mon patron ne veut pas me les payer, etc., et on va partir en litige. Donc, je me suis posé la question tout à l'heure cet après-midi, je me dis, mais comment ça se défend les heures supplémentaires? En même temps, je me suis dit, ça serait une bonne remarque pour tous ceux qui emploient et de pouvoir raisonner aux heures supplémentaires. Il y a carrément, alors ça c'est très intéressant, en plus c'est tombé au bon moment, il y a une cour de cassation du 18 mars 2020, cour de cassation qui sera publiée sur un recueil spécial parce que justement elle fait plus force de loi que les autres, entre guillemets, parce qu'elles font toutes force de loi, et qui dit qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en proposant ses propres éléments. C'est-à-dire que là, on a vraiment un peu plus entériné que le demande des heures supplémentaires. Le juge, il doit avoir des vraies propositions du salarié et pas dire tout simplement je les ai fait, ça s'arrête là. Et l'employeur, lui, doit faire des contre-propositions. Il doit analyser les deux. Ça veut dire que la charge de la preuve est allégée pour le salarié par rapport à l'employeur, mais il a quand même une charge de preuve à amener. Donc, pendant ces périodes-là, si vous avez du personnel qui fait des heures supplémentaires, soyez prudents, entérinez tout ça. D'accord? Comme toujours d'abord, hein, il faut toujours entériner les heures supplémentaires, si c'est la logique de votre mode de travail. Donc, entérinez-le. D'accord? Ça, c'était un point. Donc, de tout ça et de mon petit coup de gueule aujourd'hui, je suis arrivé à mes 30 minutes. J'ai une petite précision quand même à apporter à la fin, mais je voulais le dire exclusivement à la fin. Donc, est-ce que vous avez 2-3 petites questions là en attendant? Et sinon, après, je voudrais passer, je cherche ma feuille, à quelque chose. Elle est là. Pas de questions pour vous tous? Vous avez tous envie d'aller partir à l'apéritif et de vous dire qu'on va fermer cette semaine qui sera été exécrable? Bien. Donc, de tout ça, vous avez vu, il y a un gros travail qui est fait. C'est assez complexe. Donc, on a des demandes bientôt sur les aides financières avec les prévisions, etc. Et ça fait partie de nos missions classiques. Là, on nous a demandé, certains nous ont demandé, mais ça va nous coûter combien le fait de mettre le chômage partiel, etc. Est-ce qu'il y a eu l'ordonnance pour la prime? Pour l'instant, non. La fameuse prime des 1 000 €, j'attends toujours un texte qui va me l'entériner. Parce que je voudrais voir les conditions. Parce que peut-être qu'ils vont nous foutre pareil un accord d'entreprise avant de pouvoir la verser. Donc, urgent d'attendre pour la prime. Hein. Je regarderai ce week-end, mais à mon avis, vu ce qu'ils nous ont fait pour les CP, vu ce qu'ils nous ont fait pour les gardes d'enfants, à mon avis, qu'ils nous foutent éventuellement une élection du délégué du personnel avant de verser 500 € de prime, ils sont capables, c'est con. Ah merde,
Je ne devrais pas parler comme ça, j'ai dit que je ferais un truc objectif. Peut-on annuler les congés d'avril accordés si nous avons peu de trésorerie? Bah, de toute façon, si vous. Oui, ça sera toujours un accord entre les parties, mais au moins faites des écrits. Montrez que les deux parties sont d'accord quand même. Il faut être prudent. Et s'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas de congé à prendre, et qu'il n'y a plus de congé à prendre, eh bien, chômage technique. Chômage technique, pas le choix. Et si vous n'avez pas le chômage technique, ben, c'est là où ça va être dramatique. Il va falloir essayer d'aller voir les banques pour vous aider financièrement. Non, je suis d'accord. Hein, je vous dis qu'il va y avoir des difficultés. J'espère que les banques vont jouer le jeu parce que ça va être très compliqué. Bon, je pense que pour les petits micro-prêts, je pense qu'ils vont jouer le jeu. Mais ça veut dire que les chefs d'entreprise, votre année 2020, qu'on soit bien clair, vous avez serré les boulons de partout, ceux qui n'ont pas de trésorerie, et que ça va être difficile pour vous. Hein, je le sais pertinemment. Hein, et même les entreprises de ma taille à moi, il ne faut pas croire, hein, ça ne va pas être si simple que ça non plus. Hein, parce qu'il y en a qui ont rejeté des prélèvements, etc. Mais bon, on n'en parlera pas. Donc, je voulais revenir quand même une chose. C'est que pour tout ce qui sera chômage partiel, technique, on passe beaucoup de temps, les filles, Véro, on fait partie de l'équipe, préparer ces supports-là, etc. C'est beaucoup de temps. Donc, on m'a demandé, mais combien ça allait coûter cette petite plaisanterie? Alors, si je devais raisonner en temps de travail, facturer serait-ce qu'à 50 € de l'heure, hein, qui est le tarif basique, hein, on va dire, hein, ça ferait des tarifs entre 150 et 200 € par tête. Mais j'ai envie d'être solidaire avec vous, les chefs d'entreprise, donc je n'ai pas envie de faire ça. Donc, moi, je vous propose, à ceux qui m'entendent, et je le dirai à tous mes clients, je vais proposer quelque chose, et même mon personnel, tout de suite, il n'est pas au courant, mais il va le savoir tout de suite, c'est que je voudrais partir du principe qu'il y aura une facturation de 50 € pour le suivi et la mise en place du chômage partiel, hein, l'acceptation, etc. Ensuite, il y aura tous les bulletins de paye. Mais ce forfait de 50 €, vous vous doutez bien qu'il ne paye pas du tout les frais et toutes les heures que vont faire les filles du social. Donc, comme moi, je veux être solidaire avec vous, je voudrais voir, après tout, pourquoi pas, c'est innovant, je trouve, que vous, chef d'entreprise, si vous voulez accepter de verser plus que 50 € pour cette mise en place du chômage partiel, sachez que vous pouvez, je vous laisserai le choix d'accepter, parce qu'on va faire une facturation avec 200 €, on va faire 150 € que ça vous coûte 50, peut-être de refuser la remise partiellement. Pourquoi? Parce que les 50 €, ainsi que tout ce que vous accepterez de payer en plus de 50 €, selon la taille de vos structures, je vais en faire un pot commun. Et ce pot commun, il sera intégralement reversé aux 3 personnes du social. Donc, il sera reversé à Aurore, à Sylvie et à Véro. Je ne veux pas gagner l'argent là-dessus. Je veux que ce travail de fond qu'elles fassent, parce que je pense qu'elles vont aussi travailler ce week-end, chercher des informations, etc. Je veux que ça leur profite à elles. C'est quand même elles qui sont en période de stress profond en ce moment. Elles vont avoir des fiches de paye très compliquées. Elles vont passer du temps et des heures. Donc, ce budget, c'est pour elles. Et j'espère que je ne serai pas le seul à avoir imposé ces 50 € le donner. Et j'espère que vous accompagnerez dans cette démarche parce que je pense qu'elles le méritent. Ce n'est pas la prime des 1000 €, etc. Mais au moins, c'est la prime que je voudrais leur donner avec ce qu'on arrivera à réunir comme fonds là-dessus. Après, concernant la prime Macron de deuxième ligne, pas d'accord d'intéressement. Je ne sais pas ce que c'est que de deuxième ligne. Je verrai peut-être dans les textes qui vont arriver bientôt. On ne peut donc pas obliger un employé à prendre des vacances. Si, c'est ce que je veux dire. On peut obliger quand vous aurez un accord d'entreprise. Sinon, après, il faut respecter le délai classique des congés, 2 mois. Donc, vous devez prévenir 2 mois avant. Voilà, c'est le principe des congés. Après, donc ça, j'ai vu. Très bonne idée. Ok, très bonne idée. Après, ça va voir. Hein. Il y en a qui ne trouveront pas ça une bonne idée. On verra bien. C'est bien, très bien, merci. Donc voilà, j'ai dit les informations du jour. On essaiera de voir lundi. Il y aura forcément des news lundi parce que forcément, le week-end, on va pouvoir y travailler, notamment cette prime de 1000 €. Je ne sais pas si on a une information on m'a dit la deuxième ligne du prime Macron. Si vous avez lu quelque chose, envoyez-moi quelque chose là-dessus. Allez voir sur notre site. On met beaucoup de choses sur le site internet. Il faut qu'on le refonde un peu hein, parce qu'il y a partout maintenant. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Au pire, vous faites un petit mail à contact en disant je ne cherche pas l'info que vous avez dit qu'on avait et éventuellement Véro vous la renverra. Donc, non, on va passer par contact. Hein. contact@deficonseil.com, envoyez. Peut-on reporter notre facturation à la reprise? Alors, attention. La question est bonne, mais elle pose un problème de TVA. Donc, ça va parce que vous n'êtes pas la TVA. Mais légalement, la TVA, c'est des moments où j'ai la livraison ou la prestation.
Donc, dès le moment où ça c'est fait, je suis censé facturer. Pourquoi? Parce que je suis censé reverser la TVA à l'État. Quand je suis par contre au débit, c'est au moment où j'ai facturé. Quand je suis à l'encaissement, c'est au moment où j'ai encaissé. Donc, il y a des règles spécifiques. Techniquement, l'État, il va vous dire, mais vous auriez dû facturer à telle date en cas de contrôle. Donc, ce jeu de décalage de facturation, attention. Alors, si vous n'êtes pas à la TVA, c'est moins risqué, mais si vous êtes à la TVA, attention, attention, attention. Ils sont toujours très disponibles. Okay. Est-ce que c'est vous qui vous chargez de demander les aides de l'entreprise? Les aides de l'entreprise, ça dépend desquelles. Si vous parlez des aides pour les salariés, oui, puisque ça sera via la fiche de paye et le support qu'on est en train de faire. Si c'est pour les aides des 1500 €, le coût d'envoi, c'est mardi. Pour l'instant, les portails de la DGFiP ne sont pas ouverts. C'est mardi qu'on aura le portail DGFiP. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme mardi va être ouvert, je vous ferai mardi soir un petit book spécial que pour les indépendants TNS. Mardi, je ferai, je vous le dis tout de suite, les TNS, faites le savoir à tout le monde. Je vous expliquerai comment ça va se passer pour les charges sociales, comment on va régulariser, comment je peux obtenir cette prime, comment je peux obtenir la surprime. Éventuellement, un petit rappel de comment fonctionnent les cotisations sociales pour tout le monde, dans le sens général. Ça sera bien. Mardi soir, on fait un spécial MD journalière. Lundi, je pense plus pour les salariés. Mardi, pour les indépendants. Mais venez à tous, parce que regardez, on n'est pas assez nombreux ce soir. Je veux dépasser les 100. Mon commerce est fermé, puis j'encaisse des chèques, bien sûr. Le règlement n'a rien à voir avec le fait que le commerce soit ouvert ou pas. La preuve, vous partez en vacances au mois d'août, vous encaissez des chèques, alors qu'il est fermé. Ça, c'est pas un problème, ça. D'accord? S'il n'y a plus de questions, je vous laisse partir à l'apéro. Moi, j'ai encore du boulot quand même. Pas de webinaire le week-end. Pas de webinaire, oui, elle me rappelle. Vous recevez tous les week-ends, samedi, dimanche, comme quoi il y a un webinaire. Non, mais il n'y a pas de webinaire. C'est un système automatique. On a pris un logiciel le plus vite possible, mais il n'y a pas de webinaire le week-end. D'accord? Sur ce, à bientôt. Continuez de communiquer à tout le monde. Si vous trouvez quelqu'un qui a des informations pour cette garde d'enfants, je suis preneur. Travaillez bien, essayez de faire au mieux pour passer cette période difficile qui va durer financièrement difficile jusqu'au mois de juin et le confinement, à mon avis, au moins jusqu'au 15 avril, ça je l'avais toujours dit, et on verra. À bientôt. Non, je sais, j'ai une oreille derrière moi, il paraît que je suis enceint. Ça, je doute. Allez, à bientôt, au revoir.